Bonsoir Jean. Bonsoir Robin. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Oui. J'ai changé la note par rapport à la dernière fois. C'était terriblement moche. Taisez-vous. On trouve. Putain, cette magnifique hommage à Finkielkraut nous permet de faire un podcast pour faire je sais pas quoi. Mais en tout cas. Pour résumer des thèses, c'est ton pour but. résumer des thèses, voilà, genre c'est mon but. Et aujourd'hui, on va essayer de résumer la tienne, du coup, Jean. Ça c'est cool. Ça, c'est... Bon courage d'ailleurs. J'espère que tu vas prendre des notes. Déjà, je pense que si j'arrive à prononcer les mots de ce sur quoi tu travailles, je serai fier de moi. Ah oui. Le seul que je vais dire, c'est polysaccharose. Ah, c'est polysaccharide. Dommage. Allez, c'est raté. C'est raté dès le début. Allez, c'est ciao. Et c'est la fin de ce premier épisode de... C'est raté. Donc du coup, quelle est ta thèse, Jean ? Alors, moi je fais une thèse en œnologie. Alors l'œnologie, il y a vraiment plein de trucs. Donc moi je me suis spécialisé en chimie du vin. Donc je travaille sur les molécules, les macromolécules d'ailleurs. C'est les grosses molécules, les macromolécules du vin. Je ne vais pas m'intéresser aux molécules qui sont assez connues, on va dire, celles que tu as quand tu sens un verre de vin, tout ce qui est molécules volatiles qui donnent l'arôme et le goût du vin. Moi, je vais m'intéresser aux macromolécules invisibles du vin et qui lui donnent sa limpidité et en gros qui sont responsables de la structure, de la couleur des vins. Donc moi, je vais m'intéresser au vin rouge déjà. Le vin rouge et le vin blanc, il n'y a pas du tout les mêmes molécules. Il y en a des semblables, mais il n'y a pas tout à fait les mêmes. Et moi, je vais m'intéresser donc aux molécules qui interviennent dans la structure et la couleur des vins. Donc, je vais m'intéresser aux tanins. Les tanins, ça peut être assez connu. J'ai entendu parler, non ? Moi, ça me dit quelque chose, mais c'est quelque chose vague, hein. qui est hyper vague pour moi. J'arrive vraiment pas à le visualiser. Non, mais les tanins, c'est des grosses molécules en fait qui sont dans le vin et qui viennent de la pellicule de la baie de raisin. Et le plus souvent, elles sont connues pour venir en fait du bois des barriques dans lequel le vin est élevé. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est des molécules qui viennent du bois ou des pellicules et des pépins de raisin et qui vont lui donner son astringence en fait. Son astringence, c'est ce qui donne ce côté. Le goût un peu. C'est ça comme quand tu bois un verre de vin, tu as ce velours qui se pose un peu. Ouais, voilà. Donc c'est très connu pour ça. Ensuite, je vais m'intéresser. Le projet dans lequel je travaille va s'intéresser aux anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont des molécules colorées qui sont présentes donc aussi dans la pellicule des baies de raisin. Et qui va donner cet aspect rouge au vin rouge, qui va évoluer avec le temps. On va passer d'un vin jeune à un vin assez violacé, qui ressemble d'ailleurs aux pellicules de la baie de raisin, pour un vin qui va gagner en âge, jusqu'à 10 ans d'âge, avoir une couleur orange, rouge brique. Donc ça, c'est parce que les anthocyanes se dégradent. Donc ça va être des molécules qui vont aussi m'intéresser, en plus des tanins. Ensuite, je vais m'intéresser aux protéines. Les protéines, ça parle plus ou moins à tout le monde. Oui, on voit tout ça. Tout ce que c'est les protéines. Non, et les protéines, elles viennent aussi donc forcément de la baie de raisin et elles viennent aussi dans les micro-organismes qui fermentent les sucres en alcool pendant la fabrication du vin. Parce que pour fabriquer du vin, il nous faut du raisin broyé et du sucre qu'il y a dans les raisins. Et ce sucre, en fait, va se transformer en alcool. Donc dans les vins, il n'y aura plus de sucre. Comment t'appelles déjà le processus ? La fermentation. La fermentation. Oui, La fermentation alcoolique, tout simplement. Les protéines, du coup, elles viennent de la pellicule aussi des baies de raisin et des baies de raisin. Et elles viennent aussi du coup de ces micro-organismes qui transforment le sucre en alcool. Okay. Donc voilà, donc il y a deux types de protéines. Il y a les protéines qui viennent du matériel végétal de la baie et des micro-organismes qui fermentent les sucres en alcool. Et ensuite, je vais m'intéresser aux polysaccharides. Pareil, les polysaccharides, comme les protéines, on en retrouve dans les baies de raisin. Et elles proviennent aussi des micro-organismes qui fermentent les sucres en alcool. Et en fait, ces quatre types de molécules, tanins, anthocyanes, protéines et polysaccharides, elles vont former un paquet, une matrice, on appelle ça une matrice colloïdale. Ok. C'est un mot difficile à retenir, ça. Beaucoup trop de mots difficiles depuis le début, mais c'est pas grave. Donc je suis. Une matrice colloïdale, en fait, c'est une matrice composée de plein de colloïdes. Ces colloïdes, en fait, c'est des paquets de molécules, pour faire simple. Ok, d'accord. Voilà. Et en gros, ces colloïdes sont des paquets de molécules, c'est ceux que je t'ai cités tout à l'heure. Et à l'intérieur de ces paquets de molécules, de ces familles de molécules, il y en a plein. Tu as, par exemple, 15 anthocyanes qu'on a découvert. Tu as une dizaine de types de tanins, tu as des familles de polysaccharides, tu as des classes de protéines, enfin tu as vraiment beaucoup de trucs. Donc on va rester simple, on va rester sur les classes à chaque fois, protéines, tanins, polysaccharides et anthocyanes. Donc en fait ce projet, il y a deux thésards, il y a moi qui vais m'occuper principalement des polysaccharides et des protéines, et il y a un autre thésard qui va s'occuper des tanins et des anthocyanes. Ok. Et en fait, donc, ces quatre familles de molécules donc, forment la matrice colloïdale, et cette matrice colloïdale, elle est stable quand tu as un vin qui est limpide. Tu vois un joli vin, en gros, on va dire. Et quand cette matrice donc, elle est déstabilisée, on va avoir une couleur qui n'est pas normale. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des couleurs des vins vieux qui étaient orange, rouge, brique. Et les vins jeunes, ils sont violets.
eh ben, un vin qui a une couleur orange rouge brique alors qu'il a que 1 an Qui ou 2 s'éclaircit ans. aussi un peu, non? Voilà, c'est ça. En gros, une couleur modifiée, bah, ça sera du coup un vin qui n'est pas apte à la consommation. On a aussi du dépôt. Alors le dépôt, c'est accepté dans les vins vieux également, mais pas dans les vins jeunes. C'est-à-dire que tu ouvres une bouteille qui a 1 an ou 2 ans, s'il y a du dépôt au fond de la bouteille ou dans ton verre, bah, c'est pas normal. Alors qu'un vin vieux, c'est globalement accepté, puisque voilà, ces molécules, elles sont... En fait, le vin, c'est une matière pas vivante. On peut pas dire ça parce qu'il n'y a pas de vie normalement. Ça a été filtré, stérilisé. Normalement, c'est-à-dire. Parce qu'il y a des vins nature maintenant qui D'accord, existent. ok. Et du coup, il y a des vins où on n'a pas filtré le vin en fait. Et donc, par contre, ça, ceux-là, tu peux pas les garder. Parce que sinon, ça va être au bout de 1 an, grand max. C'est des vins qui vont tourner et qui vont justement avoir. Qui vont ressembler à du vinaigre en fait, tout simplement. Ça se conserve pas. Mais les vins qui se conservent, les vins classiques, on va dire, normalement, il n'y a pas de vie dedans, c'est pas de micro-organismes, tout ça. Mais ces molécules, donc la chimie fait que ces molécules, en fait, elles sont en constant réarrangement. Elles vont constamment voilà, interagir entre elles. Et si elles sont bien stabilisées, elles vont interagir de manière à ne pas vraiment modifier la couleur ou la structure des vins. En revanche, si c'est mal fait, eh ben, on va avoir ces dépôts, on va avoir des changements de couleur, on va avoir des changements de structure, etc. etc. Et donc, du coup, c'est sur ça que moi, je vais travailler. Ok. Et alors, pourquoi je travaille sur ça? Parce qu'on a des problèmes de stabilité, en fait, dans le vin, pour différentes raisons. En fait, vu que c'est beaucoup de molécules différentes. Alors, tu dis des problèmes de stabilité, mais des problèmes de stabilité de quoi? Alors, on a des problèmes de stabilité, déjà des micro-organismes. Je te disais, qui donnent des goûts. Qui modifient le goût, qui changent la couleur. Et ça, les micro-organismes, ça va beaucoup modifier le goût et l'odeur, l'arôme des vins. Et ensuite, bon, ça va aussi modifier les molécules sur lesquelles je travaille, mais après, tu as la stabilité des macromolécules que moi, j'étudie, la matrice colloïdale, les molécules invisibles là, dont je te parlais, qui sont responsables de la couleur et de la structure. Si elles se déstabilisent entre elles, et ben voilà, on va avoir les problèmes que je te citais tout à l'heure. Et en gros, les problèmes de stabilité viennent de différentes choses, donc des micro-organismes d'une part, et aussi de comment on a fait pour conserver le vin, comment on l'a filtré, les produits qu'on a utilisés pour justement... En fait, tu as des produits de stabilisation qui existent, qui vont emprisonner cette matrice, ces macromolécules entre elles, qui vont les emprisonner, qui vont les laisser stables en fait. C'est pareil, c'est des protéines en fait. La plupart utilisées, c'est des protéines. Donc on va ajouter des protéines à cette matrice composée de protéines, de tannins, de polysaccharides, tout ça. En fait, on va rajouter d'autres molécules qui vont très schématiquement combler en gros un peu les trous, qui vont un peu emprisonner dans une sorte de filet ces molécules pour pas qu'elles viennent se chercher les unes les autres et se déstabiliser entre elles. Une sorte de système immunitaire au vin? Oui, si tu veux, ça peut être ça. C'est le seul vraiment comparatif que j'ai. Hein. C'est terrible. En gros, hein. c'est ça. On va ajouter d'autres molécules pour justement permettre au vin de ne pas se déstabiliser. On parlait du coup de ce système immunitaire du vin. Ouais. Est-ce que du coup, le fait de venir implanter quelque chose de différent dans le vin, c'est pas problématique? Alors voilà, c'est tout le but aussi de la recherche. Alors, je vais parler de l'œnologie, mais en agroalimentaire en général, et même en médecine si on extrapole un petit peu. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait de la recherche dans le vin pour essayer on va pas venir le modifier, on va venir le stabiliser. Alors ça peut faire peur parce que voilà, à terme, ça va être des produits qui vont être ajoutés au vin. On utilise déjà des produits pour ajouter dans le vin justement pour qu'il soit stable. Et en fait, le but, c'est de trouver des produits et surtout une dose à utiliser ces produits qui est moindre pour le stabiliser au minimum, entre guillemets, mais suffisant pour le commercialiser, et sans modifier la typicité, l'originalité et le goût qu'un vin peut avoir, en fait. La typicité. La typicité, tout à fait. La typicité d'un vin, en fait, ça va être la façon... on va dire que tu as 2 parcelles voisines, 2 viticulteurs voisins. On pourrait croire que... Qui font le même vin. Qui font le même vin. Ok. Parce que peut-être ils ont la même technique, peut-être ils n'ont pas la même technique. Et au final, suivant l'originalité, alors on peut trouver des termes comme le terroir, voilà, des trucs comme ça. Et en gros, la typicité et l'originalité d'un vin, c'est que entre 2 vins de fabrication différente, d'étiquettes différentes, de viticulteurs différents, ça va pas être le même. Et nous, ce qu'on va essayer de faire à terme, pas moi directement, mais le but de ma recherche, c'est qu'à terme, on propose une manière de stabiliser les vins, des produits adaptés un peu Adapté à chaque la fabrication des vins. Okay. Et en gros, pour que chacun aille piocher un petit peu ce qui l'intéresse, sans modifier, sans standardiser les vins en fait. On va pas ajouter un truc qui va modifier tout le goût de tous les vins en fait. Quel est le but de faire ça? Pourquoi choisir alors que des vins, tu vois, genre les vins sont ce qu'ils sont, on les conserve, on ouvre des bouteilles des fois qui ont 10, 20, 30, 40 ans. Est-ce que c'est pas gênant pour le consommateur? Pourquoi faire ça alors qu'aujourd'hui le vin se consomme quand même de cette manière-là? Alors déjà, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc c'est pas un truc qui est très nouveau d'utiliser des produits de stabilisation. C'est juste qu'en ce moment, on a une problématique. Alors moi, en plus, je vais pas travailler sur les vins de garde qui se gardent justement 10 ans, des trucs comme ça. Je vais travailler sur les vins jeunes et qui vont se consommer assez vite.
Et je vais travailler aussi sur, voilà, mon sujet va s'intéresser surtout aux vins que tout le monde peut se procurer, les vins en gros de supermarché, qui sont, je pense que moi, ma recherche va être utile sur les vins entre 2 et 10 euros, tu vois. Les trucs qui sont... C'est quand même la majorité des C'est vins la majorité produits. des vins Voilà. produits et des vins consommés aussi. Et en gros, le problème dans ces vins-là, c'est que justement, en fait, on a déjà des produits de stabilisation qui existent, mais on en a tellement de sortes différentes, de types différents, à des utilisations, des doses différentes, que ça perd un petit peu les viticulteurs s'ils sont pas bien renseignés ou si c'est mal fait ou des trucs comme ça. Et du coup, on va parfois, on a tendance à bombarder un vin pour essayer de le stabiliser, ce qui va donner, suivant le type de vin que tu as justement, si par exemple c'est un vin qui a beaucoup de polysaccharides ou beaucoup de protéines, ce que tu peux pas savoir forcément directement, il faut faire des analyses. Bah, si tu utilises un produit qui va encore plus en rajouter, ça va déstabiliser justement ce que je te disais, cet équilibre entre les macromolécules. Donc en fait, il faut connaître son vin pour adapter son traitement. Et là, il y a un problème en ce moment, c'est que il y a beaucoup de choses qui changent. Tu as beaucoup de vins qui évoluent. La fabrication aussi, elle évolue. Les méthodes évoluent. La technologie évolue. Tout évolue très vite. Et il faut faire, au bout d'un moment, il faut se poser et se dire, faire un peu un état de ce qui se passe. Et à Bordeaux, c'est ce qu'on essaie de faire avec cette thèse, en fait. Sur les cépages de Merlot et de Cabernet Sauvignon qui sont le plus utilisés à Bordeaux, on essaie de voir un petit peu comment les molécules réagissent avec ces cépages-là. Et suivant les traitements, comment elles réagissent aussi, pour avoir un petit peu une longueur d'avance à Bordeaux sur, sur le reste. Ça m'amène à plein de questions, c'est cool. En plus, ça m'a rappelé que dès que j'ai oublié, juste pour être sûr de bien résumer ce que tu dis, du coup, cette thèse, elle va être avant tout un avantage pour les viticulteurs, mais qui va du coup avoir un impact aussi sur le consommateur. Tout à fait. Parce que de toute façon, voilà, le but, quand on fait du vin, c'est de le vendre. Donc voilà, l'impact premier, c'est Enfin, le le but consommateur. premier est de le boire, mais Mais du coup, de le il vendre. faut le vendre. Il faut le vendre, ouais. Et alors, en plus de tout ce qui se passe, comme je te disais, il y a plein de choses qui évoluent, tout ça. Et l'une des choses qui évolue le plus, c'est le réchauffement climatique, sans tirer de sonnette d'alarme ou quoi. Mais c'est que tu as plus de chaleur, plus de soleil. La chaudière. La chaudière, ok. Pour le réchauffement climatique, c'est parfait. Mais en gros, avec le réchauffement climatique, tu vas avoir des choses qui se modifient dans le vin. Tu vas avoir des vins qui vont être plus sucrés, plus acides. Donc, à terme, si c'est plus sucré, tu as des vins plus alcoolisés. Et aujourd'hui, on a des vins qui titrent à 15 degrés d'alcool. Ça se voit, hein, de plus en plus, on a des vins très forts. Alors qu'avant, les vins étaient plus aux alentours de 12-13 degrés. Et ben, le fait que l'alcool se modifie dans le vin à cause du réchauffement climatique, ça va aussi modifier beaucoup de choses dans la stabilité de ces molécules. Donc en fait, il y a vraiment plein de choses qui évoluent, et ça peut venir de partout, ça peut venir de la baie de raisin, et ça peut venir des produits qu'on ajoute. C'est pour ça que moi, ma thèse, elle va s'intéresser de la baie de raisin jusqu'à la mise en bouteille, en fait. D'accord. Donc autant du naturel que des produits Voilà. ajoutés, quoi. Et ça aussi, donc tu parlais de modifier le goût du vin, donc on essaye au maximum de respecter l'originalité, la typicité, comme je te disais, et on essaye aussi, les entreprises avec lesquelles moi je travaille, elles sont pas folles. La tendance actuelle, c'est le bio, c'est le vin nature, mais même que ce soit dans le vin ou ailleurs. Et c'est très important. Et ils développent aussi tous des gammes de produits bio. Et c'est des produits qui sont utilisés, qui sont étudiés, nous, en recherche, en principal. Puisque de toute façon, c'est ce qui va être le plus utilisé, le plus vendu, et le mieux pour la suite de la planète, tout simplement. Il faut que ce soit aussi au cœur de nos recherches, en fait. C'était aussi du coup une de mes questions, c'était pour te relancer du coup encore là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'appliquer principalement au vin classique, on va dire, ou est-ce que ça va être aussi pouvoir se faire sur les sur les différents travails de vin, comme ce soit le bio, que ce soit la biodynamie, etc. Pour le bio, oui. Parce que du coup, on va utiliser des produits de stabilisation bio, donc ça c'est assez facile. Pour les vins nature et les vins, ce qu'on appelle les vins nature et les vins, comme tu disais, Biodynamie. en biodynamie, eux, les viticulteurs qui utilisent ces concepts et ces méthodes de travail n'utilisent pas ce genre de produits. Ok, C'est d'accord. pas dans leur cahier des charges, c'est pas dans leur façon de faire. Donc effectivement, ces vins-là, je pense que, alors ces études, elles sont intéressantes et il faut que tout le monde, comme nous en sciences, on s'intéresse au vin nature et à la biodynamie, qui peut être assez loin de notre Que la expertise. biodynamie, la nature Et s'intéresse aussi il à faut ça. qu'ils le fassent aussi. Et après, ça, nous, notre but, tu vois, moi, ma recherche, elle va pas directement impacter les viticulteurs. C'est un travail très long après. Une fois que mes recherches, elles sont faites, ça va passer par d'autres entreprises, par des ingénieurs de transfert qui vont, en gros, vulgariser ce qu'on essaie de faire aussi. Mais mon travail, pour être appliqué aux viticulteurs et tout. Et après, voilà, il faut que chacun vienne se servir un petit peu des connaissances des autres. Pour le bio, tu travailles aussi un peu avec de la biologie et tout ça, pour essayer de trouver des espèces, que ce soit des plantes ou un insecte ou quoi que ce soit, qui permettrait du coup d'aller dans ton sens. Alors là, moi, c'est pas du tout mon domaine de compétences, mais si c'est ça ta question, tu as des études qui sont faites. Alors là, ça va être plus de la viticulture, c'est plus de l'œnologie, c'est vraiment la vigne, moi, c'est vraiment le vin. Tu as beaucoup de recherches en viticulture
où on va essayer d'utiliser, parce que je pense que c'est vers là où tu veux aller un petit peu. Ouais, en gros, c'est est-ce que ta thèse va servir quelqu'un d'autre à dire, ok, mais qu'est-ce qui peut nous servir pour le bio? Ouais. Ou est-ce que tu as quelqu'un à côté là en ce moment qui travaille dessus sur. Oui, oui, t'as plein de gens qui travaillent sur le bio et par exemple en viticulture pour remplacer certains produits, par exemple tout simplement des insecticides. En ce moment, il y a des recherches, au lieu d'utiliser des insecticides, on va utiliser d'autres insectes qui vont pas attaquer la vigne, mais qui vont attaquer les insectes qui attaquent la vigne. Voilà, donc c'est des trucs très simples qui existent. Mais moi mon domaine de recherche sur la chimie, ces molécules-là, c'est totalement différent et ça va pas nous intéresser directement. T'as dit espérer être le premier du coup à faire ça. Tu vas découvrir du coup à aboutir à ce résultat. Est-ce qu'il y a d'autres gens en fait en ce moment en France qui mènent la même thèse que toi ou dans le monde, bien sûr? Qu'est-ce que ça t'apporterait d'être le premier à arriver à un résultat concluant? Alors, ça aussi, c'est un truc qu'il faut Outre un peu... l'ego. Outre l'ego. Non, ça, je pense, c'est un truc aussi qu'il faut un peu casser dans l'univers des thésards, et c'est très important d'en parler. C'est que on peut pas avoir de... Enfin, ça n'existe pas, quelqu'un qui fait une découverte tout seul. En fait, il y a énormément de gens qui travaillent sur mon sujet de recherche. Déjà, un thésard, il est pas tout seul. Déjà, il n'est pas tout seul. Il y a un directeur de recherche, il y a même des stagiaires qui travaillent avec nous et qui nous aident vraiment beaucoup. Tu as des post-doctorants, tu as des ingénieurs de recherche. On est une équipe, normalement. Et, et là où je voulais en venir, c'est que dans le monde et en France, tu as évidemment des chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques que moi. Alors moi, la spécificité, pardon, c'est que je vais travailler à Bordeaux sur 2 cépages bordelais avec des parcelles bordelaises. J'ai pas croisé d'autres thésards sur les parcelles sur lesquelles je travaille, tu vois. Mais tu as des gens, je sais pas moi, à Montpellier, à Dijon, qui vont travailler sur leurs parcelles à eux, et peut-être sur les mêmes choses que moi j'étudie. Tu vas voir en Australie. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Bah, c'est pas que les mêmes variétés, c'est pas les mêmes C'est ça. sols, c'est pas la même manière de travailler. Par contre, on a les mêmes techniques d'analyse de ces molécules. Mais voilà, et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'en fait la recherche, elle est universelle, elle est assez personnelle, parce qu'on a chacun nos spécificités. Mais on va pas se mentir, quelqu'un qui fait une découverte, que ce soit dans d'autres domaines de recherche, hein, en médecine, quelqu'un qui va découvrir, je sais pas moi, un vaccin, ou en astrologie, quelqu'un qui va découvrir une planète, il s'est pas levé un matin et dire je vais être le premier. Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour, et souvent, et voilà, dans des trucs très spectaculaires, il y a un nom qui ressort. Mais il y a souvent beaucoup de personnes qui travaillent sur la même chose. C'est cool d'être le premier, mais c'est pas le but de chercher. L'idée, c'est vraiment de répondre à la question. Ça fait du bien à l'ego quand même d'être premier. Non, mais ça fait toujours du bien à l'ego, on va pas se mentir. Et ouais, non, il y a beaucoup de gens qui travaillent, je pense. Enfin, beaucoup de gens, c'est relatif, mais il y a d'autres gens qui travaillent sur mon sujet de recherche. Et de toute façon, je peux pas demain me dire, tiens, je vais faire cette recherche avec ce type d'analyse en le découvrant tout seul. Je m'inspire. Et ça, c'est un travail qui est fait par les thésards aussi, de ce qui a été fait avant, de ce qui est fait en ce moment dans le monde. C'est ce qu'on appelle la bibliographie. Et c'est des études, voilà, il faut lire des articles, il faut lire ce qui se passe, les techniques les plus adaptées à ce que je fais, les techniques les mieux utilisées, et essayer d'aller piocher à droite à gauche, tout en essayant d'être innovant. Et nous, on apporte aussi, chaque étude apporte son innovation en fait. Et nous, on essaye, par exemple, dans ma recherche, là où j'espère être le premier, justement, c'est qu'on utilise une machine dont je pourrais pas dire ce que c'est. Ah oui, j'ai noté cette machine. Une machine secrète. Je veux une photo de cette machine. Je te la montrerai. Ah, cool. Mais en gros, c'est une machine qui est utilisée principalement en industrie médicale et en agroalimentaire un petit peu plus. Et là, nous, ça serait l'une des premières. Alors, pas le premier. Là, je l'ai pas. Là, ça s'est déjà utilisé en œnologie. Mais on est l'un des premiers groupes de recherche qui va utiliser cette machine en œnologie. Vous la détournez de sa fonction première, en fait? Non, on l'utilise. En fait, on va l'utiliser exactement avec le même fonctionnement qui est utilisé en industrie médicale ou agroalimentaire, mais disons qu'à la base, ça a été fait pour le médical. Mais après, tu peux étudier plein de trucs avec. T'as le droit de préciser que c'est parallèle, enfin que c'est une machine qui est un Oui, parallèle oui, au médical. Ok. Oui. Il y a beaucoup, et c'est ça qui est cool aussi. Je suis en train de chercher du coup à quoi elle ressemble. Je t'avoue. Non, c'est pas un scanner ou un IRM. Ah d'accord. On est Ok. loin de ça. On est très très loin de ça. Mais tu as beaucoup de machines qui sont d'abord utilisées dans un certain domaine et qui après sont utilisées dans d'autres domaines de recherche. Tout à l'heure, j'ai oublié de te demander. Tu parles du fait que tu vas du coup t'appliquer à faire cette recherche dans le vin rouge et bordelais sur les cépages merlot et cabernet. Sauvignon. Pourquoi celui-là? Pourquoi le vin rouge et pourquoi pas le blanc? Pourquoi le bordeaux? Alors, c'est assez simple parce que dans les molécules que je t'ai citées tout à l'heure, polysaccharides, protéines, tanins, anthocyanes, et ben déjà les tanins et les anthocyanes, tu n'en as pas dans les vins blancs. Ok. Et alors les polysaccharides, t'en as plus, les protéines, tu en as plus dans les vins blancs que dans les vins rouges.
Disons qu'elles sont plus faciles à étudier dans les vins blancs. Mais en gros, nous, notre sujet de recherche, il a été fait avec des entreprises qui s'intéressent à la stabilité des vins rouges, en fait. En fait, nous, notre sujet de recherche s'intéresse à la stabilité de la matière colorante. Et t'en as dans les vins rouges, t'en as pas dans les vins blancs, en fait. Parce que le vin blanc, il n'est pas Le vin coloré. blanc est naturellement Enfin, coloré, il est ouais. jaune, mais c'est pas... T'as une palette de couleurs, mais ça dépend de ce que tu Voilà, mets c'est dedans, ça. en fait. C'est plus il est sucré, plus il va être Ouais, en gros, doré. en gros, c'est ça, ouais. Mais dans les vins rouges, en fait, tu as vraiment un problème de stabilité qui est dû à ces 4 types de molécules dont je t'ai dit, et tu les retrouves que dans les vins rouges. En fait. Tu le retrouves dans le rosé, mais très très peu d'anthocyanes et de tanins aussi dans les rosés, en fait. Mais le rosé, de toute façon, personne s'y intéresse au rosé. Pas toi, apparemment. Voilà, pas du tout. Et ben, c'était très intéressant. J'ai encore fait un Et bruit en plus, insupportable. il dit c'est très intéressant, et c'est absolument pas fini. J'ai te dit encore beaucoup de trucs. Ouais, Non, mais non. Dans la globalité, c'est ça, ouais. Dans la globalité, c'est tout ce que je viens de dire là, sur la matière colorante, tout ça. Après, on va étudier, comme je te disais tout à l'heure, par rapport au réchauffement climatique et à la baie de raisin. Je vais pas récolter. Par exemple, moi, je récolte les baies de raisin avec lesquelles je vais faire le vin. Et je vais pas tout récolter un jour, en fait. Il y a un jour qu'on appelle la maturité optimale. Donc, c'est là où le raisin doit être cueilli pour faire un bon vin, entre guillemets. Et moi, je vais m'intéresser une semaine avant, une semaine pendant la maturité optimale et une semaine après. Aussi pour voir si, justement, la maturité du raisin, Est-ce que ça influe est-ce que sur. ça influe sur Mais ces en molécules. fait, tu cherches tout ce qui peut influencer ton travail. Tu viens de résumer ma thèse Putain. en une phrase. Ben voilà, c'est fini. C'est fini. En fait, voilà, c'est très simple. Ce que je vais faire, j'ai des familles de molécules que j'étudie dans le vin qui sont responsables de la stabilité. Je te laisse le faire si tu veux. Et je vais essayer de voir, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu tout ce qui peut modifier justement cette Bah, constance. écoute, nous allons du coup passer à cette deuxième partie de podcast, Allez. qui est mon interro du coup. C'est ton interro et je C'est- vais pas me gêner pour te dire que tu as faux. Donc, tu m'as parlé d'une thèse en œnologie sur la chimie du vin, en me précisant que du coup c'était sur le vin rouge, et dans ces vins rouges, il y a 4 molécules. Est-ce Qui que m'intéresse. c'est- Ouais, 4 molécules qui t'intéressent. On a les macromolécules, les anthocyanes, les protéines et les polysaccharides. T'en as oublié. J'en ai oublié. Les tanins. Ah putain, il y en a 5. Non, en fait, les macromolécules. C'est les tanins. Les macromolécules, c'est. En gros, tu fais comme une C'est la pyramide. grande famille Grande famille. avec les Et dans tanins ces dedans. macromolécules, tu as les tanins, les polysaccharides, Ok. les protéines. Parce qu'il y a d'autres Et les macromolécules qui vous intéressent pas forcément. Exactement. Ou aussi, tu disais dans une autre interview qu'il y avait aussi, parce que moi ça m'a étonné quand tu dit ça, qu'il y a des molécules qu'on connaît toujours pas non plus dans le vin. Mhm. Mais pourtant, Enfin, c'est un produit qu'on a depuis longtemps. Oui, il y a toujours c'est pour ça qu'il y a de la recherche. Ça me fascine. Il y a beaucoup. C'est notamment dans les arômes en fait. Les arômes, c'est les molécules aromatiques. C'est des molécules volatiles par définition, puisque c'est celles que tu sens, celles qui vont s'échapper du vin. Et c'est très compliqué à étudier toutes les molécules volatiles, parce que t'en as qui vont s'échapper direct, et t'en as qui vont s'échapper dans 100 ans. Eh ben, on cherche un thésard en parfumerie qui pourrait nous aider à Exactement. résoudre ces problèmes. Et donc, du coup, toi, ce que tu cherches, c'est à savoir quel est l'impact, du coup, plutôt des protéines et des polysaccharides sur le vin, Exactement. et comment faire en sorte de mieux les conserver. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de chercher tous les facteurs Ouais. qui peuvent influer Oui, Ouais. influe. sur ces modifications, sur les perturbations et sur des artefacts qui modifieraient qui détruiraient le vin en fait. Exactement. Ok. Putain, ça me paraissait compliqué, mais maintenant que je l'ai résumé, ça me C'est paraît ça. trop En simple. fait, c'est très simple. C'est très très simple. On va essayer de chercher tout ce qui peut modifier cette constante. Ok, donc c'est pour ça que du coup tu nous disais le réchauffement climatique, que tu nous parlais de toutes ces choses qui peuvent modifier, même à petite échelle. Voilà. J'ai parlé du réchauffement climatique parce que c'est quelque chose qui parle aux gens, mais il y a vraiment énormément de choses qui peuvent modifier justement la constante de ces molécules. Est-ce que par exemple les sols aussi, c'est Ouais, des choses complètement. ouais. Alors moi, je vais pas m'en soucier, je vais pas l'étudier, le sol. Mais ouais, en fait, à partir du moment là, tu peux me sortir n'importe quoi qui a un rapport avec le vin, sauf tes insectes. Ok. Mais t'as beaucoup de choses qui vont. Enfin, j'en ai pas parlé, mais le filtre qu'on utilise, par exemple, à la fin de la vinification, avant de mettre le vin en bouteille, on va utiliser des filtres. Et ce filtre, suivant comment il est fabriqué, suivant la taille des pores qu'il y a de ce filtre, tu vas aussi modifier les molécules. Tout peut modifier ce. Donc on va essayer de screener un maximum de choses qui modifient le vin, les plus globales, pour essayer de répondre à nos questions. Ben, je pensais pas que ce serait aussi simple. C'est bon, tu vois, Je suis un peu étonné de tu moi-même. pourras parler de ma thèse. Ça y est, je peux parler de ta thèse. Ça tombe bien, mon père est viticulteur, donc je pense que ça va l'intéresser. Ça va l'intéresser. Puis bon, il va bien se foutre de ma gueule quand il verra que j'ai rien retenu de tout ce qu'il m'a enseigné.
Non, mais écoute, super. Mais je suis c'est super content de ce T'as premier l'air d'être épisode. étonné d'avoir résumé une thèse. Mais parce que vraiment, genre, j'ai dit une phrase et je me suis dit. Oh, c'est ça. Et tu m'as fait, ouais, bah, t'as résumé la thèse. J'ai fait, pardon. Non, mais oui, mais après, enfin, il y a. En fait, c'est ça. En fait, c'est très spécifique, c'est beaucoup de C'est ça. mots. En fait, particuliers. si tu veux une thèse dans ce que ça peut raconter et dans ce que ça va servir, ça peut être très long. On peut passer des heures. Enfin, moi, c'est 3 ans, ça va être 3 ans de ma vie. Ça va être très long. Et à la fin, on doit sortir un rapport. Dans ce rapport, tu n'utilises que 30% de ce que tu as fait. 30%, j'exagère peut-être un petit peu, mais 30 à 50% de ce que tu as fait pendant 3 ans. Parce qu'il y a des trucs qui sont très spécifiques, des trucs qui sont moins importants. Mais au final, alors je parle pour moi, et je pense que c'est aussi le cas pour d'autres sujets de recherche, ça paraît très compliqué, mais tu peux le résumer peut-être pas que en une phrase, mais tu peux résumer de quoi ça parle et dans sa globalité en quelques phrases. Ouais. Mais ouais, mais je sais pas, genre, moi, je m'attendais vraiment à ce que la thèse soit un truc vraiment ultra hardcore. Bah, c'est hardcore, fois. Ouais, non, mais c'est hardcore dans ce que à tu fais, faire, dans tu vois, ce que genre. fais, voilà ça. Mais Ouais. à l'expliquer, il faut. Je prendrais pas ta place. Mais je pensais pas que, tu vois, genre, à comprendre, c'était aussi simple, tu vois. Tu l'as fait, c'est bon. Bien joué. Je me sens intelligent, c'est fou. Stonks. Je t'appelle demain, je te demande ce que je fais dans la vie. Ah putain. Tu te présentes et tu t'appelles Henri, s'il te plaît. On en est là. Excusez-moi, je suis vraiment content. Non mais c'est bien. Non mais c'est bien, mais moi aussi je suis content. Du coup ça veut dire que j'ai à peu près réussi et j'espère ne pas m'être perdu dans trop de détails pour que les gens. Je pense qu'il y a des trucs précis, mais alors pour le coup, je sais pas encore comment on va faire exactement. Bon, déjà, je les renvoie vers toi, si jamais il y a moyen de te contacter Complètement. ou quoi pour en parler. Mais aussi, à mon avis, soit il y aura déjà des Facebook, d'Instagram sur lesquels Mhm. vous pourrez partager ce podcast pour pouvoir le faire profiter tout La le petite monde. pub. La petite pub, T'as bien attends, raison. on n'est jamais. Non mais Attends, par contre c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est Voilà. suite à ce podcast si les thésards qu'on rencontre, je vais prendre le pas de ça, peuvent laisser une adresse mail ou un compte ou quoi pour que les gens si ça les intéresse leur posent des questions, pas les Ouais. bombarder. Je pense aussi qu'on mettra en place un Discord parce Ou un que Discord. en plus ça vous permettra de pouvoir entrer en contact avec ces gens-là. Éventuellement, s'ils le veulent, on pourra peut-être faire des émissions en live dessus, qui seront Complètement. peut-être plus simples aussi en cas de 3e confinement. Parce qu'on est le 4 décembre. Voilà, on est 2020. sur le 4 décembre 2020. Donc oui, voilà, genre sait-on jamais, Noël peut arriver entre-temps. Enfin bref, nous divagons. Non mais Non, ouais. en vrai, voilà, genre, je pense qu'on va essayer de mettre en place tout ça. Et surtout, si jamais il y a des gens qui veulent des infos complémentaires, peut-être qu'on pourrait balancer des documents, des informations, voilà, sur la chaudière. Salut. La chaudière. Voilà, on mettra toute information complémentaire sur le Discord et éventuellement sur les réseaux, les adresses mail des thésards s'ils le veulent. Oui, ou une Et, adresse mail du podcast et après on transférera les trucs intéressants et importants. C'est peut-être des trucs qu'il va C'est falloir filtrer. effectivement quelque chose qui peut être pas mal. Mais Ouais. un Discord, c'est une très bonne idée. Ouais. Mais voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce premier épisode. Ben, félicitations. Je suis super content. Tu me mets quelle note du coup? Allez, un petit 17. Aïe, aïe, aïe. Ça fait plaisir un J'ai 17. jamais eu cette note depuis la terminale, je pense. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de te mettre 20 parce que j'ai jamais eu de 20 de ma vie. Et- Mais... parce que genre je suis pas parce que genre j'ai résumé, tu vois, genre Ouais. j'ai pas maîtrisé le sujet, mais en vrai Bah, je alors, suis- on va dire que par contre, si tu devais résumer en une phrase ma thèse, bah t'as eu allez, un petit 19,5. Putain, alors que c'est Tu vraiment l'as une fait en une phrase phrase, tu l'as fait en random une que phrase. j'ai C'est sortie. random. Je suis- Non, mais bien joué, bien joué. Comme quoi les enfants n'étudiaient pas. C'est faux. Si, allez au bout des choses. Ouais, bah écoutez, motivez-vous à fond parce que vous voyez, genre en fait, ça va donner des gens comme Jean. Allez, super, Allez. répétition. Non, mais c'est bien. Non, mais voilà, ça va vous donner des gens qui maîtrisent en fait leur sujet et qui, comme Jean, peuvent vous le résumer très facilement. Et quand vous êtes passionné par votre sujet, franchement, si vous pouvez, aller jusqu'à la thèse. Mais oui, en allez-y. fait, allez-y. Si la thèse vous tente, Go. Ne vous taisez pas. Oh, c'est joli. Ce ne sera pas du tout le jingle. Et ben, on va vous laisser du coup sur ce premier épisode. Merci à toi, Jean, d'être venu et d'avoir intervenu du coup. Ben, merci Robin. Et à très bientôt. À Ciao. bientôt.